Salut à tous et bienvenue sur YouTube, c'est Sablir. Effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, donc j'en fais une. J'espère qu'elle sera bien et j'espère qu'elle vous plaira. Bon, on va pas faire une intro de 40 000 ans, donc on commence la vidéo. Aujourd'hui, on va parler espace, pour changer. Oui, parce que en ce moment, j'ai quand même pas mal parlé d'automobile, notamment dans mes dernières vidéos, vous aurez pu le remarquer. Donc aujourd'hui, on va un petit peu partir là-haut et essayer de voir les enjeux que SpaceX pourrait rencontrer si vous voulez envoyer des hommes sur Mars, ce qu'il compte faire d'ici 2024. Alors d'abord, un petit résumé de l'histoire de SpaceX s'impose. SpaceX est une société spatiale privée fondée par Elon Musk en 2002, ayant pour but final d'envoyer l'espèce humaine sur Mars. Pour parvenir à ses fins, la société a eu recours à des technologies nouvelles. Et bon, d'accord, là je m'envole un petit peu. On va vraiment revenir au commencement, même avant la création de SpaceX. Ce qu'il faut savoir, c'est que Elon Musk, donc Elon Musk, je pense que vous le connaissez, j'ai sorti une vidéo sur cette personne. Vous savez, c'est la personne qui s'est fait virer de Tesla à cause d'un tweet. Bon, j'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. C'est un investisseur homme d'affaires américain, chef d'entreprise, qui avait pour but, à la fin des années 2000, à envoyer des végétaux sur Mars pour étudier leurs réactions. Pour parvenir à ses fins, il a demandé aux soviétiques de leur fabriquer une petite fusée, pas trop chère, pour envoyer donc ces plantes sur la planète rouge. Et les soviétiques, même les Russes à ce moment-là, lui ont fait une proposition à 1 million de dollars pour envoyer une petite fusée, puisque 1 million de dollars pour une fusée, c'est pas tant que ça. Bon, pour nous, ça peut paraître astronomique, pour pouvoir envoyer éventuellement sa plante sur Mars. Mais pour Elon, c'était encore trop cher. À l'échelle de sa fortune, c'était pas grand-chose, mais ce qu'il voulait, lui, c'était d'y aller pour pas beaucoup, puisqu'il savait que les coûts ensuite pour envoyer des hommes sur Mars, à long terme, allaient être largement supérieurs. Donc pour envoyer une plante, fallait pas mettre trop d'argent. Et c'est sur ce principe qu'il a créé en 2002 SpaceX. Alors le but de SpaceX, c'était tout simplement de baisser considérablement le coût de l'accès à l'espace. Cela aurait pour conséquence d'ouvrir l'accès à l'espace à des sociétés avec des budgets modestes pour qu'ils puissent réaliser des ambitions supérieures et ainsi envoyer leurs satellites qu'ils ont eux-mêmes conçus dans l'espace dans une fusée SpaceX. Dans un premier temps, SpaceX a fabriqué une fusée de taille modeste, de puissance modeste, pour qu'ils puissent effectuer des tests. La Falcon 1. La première tentative de lancement, initialement prévue pour 2005, a eu lieu en 2006 et fut un échec. Les deux lancements suivants furent également des échecs. Ce qui fait que SpaceX, pour le moment, n'a jamais réussi un seul vol de sa Falcon 1. Ces trois échecs ont eu pour conséquence de réduire énormément la richesse de SpaceX et d'Elon Musk en lui-même. De plus, en 2008, il y avait la crise économique, donc c'était extrêmement serré. C'est en 2008, justement, que le quatrième lancement de la Falcon 1, décisif pour l'avenir de SpaceX, a eu lieu. Et là, miracle, le vol se déroule super bien. À l'issue de cette première réussite, la NASA a proposé à SpaceX de les subventionner afin qu'ils puissent fabriquer de plus gros lanceurs. C'est ainsi que SpaceX a signé un contrat de plusieurs milliards de dollars qui leur a permis de concevoir leur futur gros lanceur réutilisable, la Falcon 9. C'est ainsi que 2 ans plus tard, en 2010, que la Falcon 9 a effectué son premier vol qui fut, ce coup-ci, un succès. C'est sur base de Falcon 9 qu'en 2015, SpaceX réussit un exploit, quelque chose de totalement impossible pour l'époque, le 23 décembre 2015, faire réatterrir un premier étage de fusée. Grâce à des pieds rétractables, et après plusieurs essais, celui-ci a pu finalement se poser sur une barge dans la mer, rendant officiellement possible le concept de réutilisation de premier étage de lanceur. Depuis cette date, la Falcon 9, dans ses vols non géostationnaires, récupère tous ses premiers étages avec très peu d'échecs.
le dernier lanceur de SpaceX, qui n'a volé qu'une fois pour le moment, est une nouveauté de cette année 2018. Il s'agit de la Falcon Heavy, sur base de 3 premiers étages de Falcon 9. Ce lanceur, ayant volé pour la première fois le 6 février 2018, a réussi à reposer ses 2 étages latéraux, mais pas son étage central. Après, c'était un vol de test. L'intérêt de ce lanceur est tout simplement de lancer des charges plus lourdes que la Falcon 9 et donc d'avoir un accès à l'espace plus grand pour envoyer des charges plus grosses et plus chères. Grosso modo, pour diversifier la gamme de satellites envoyés en orbite par la compagnie SpaceX. D'ailleurs, j'ai suivi ce premier lancement en direct, j'ai fait un live, ce sera dans ces fiches si je me cours pas de côté encore une fois. N'hésitez pas à voir le live si ça vous intéresse. Enfin la partie 2, la partie 1, non. C'est d'ailleurs dans ce lanceur qu'il a envoyé en orbite héliocentrique, c'est-à-dire autour du Soleil, sa voiture personnelle, sa Tesla Roadster rouge de je ne sais pas quelle année. Et ses ambitions s'arrêtent là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Sur ce, je vous dis salut, à la prochaine. C'était Sablier. Campierre. Comment ça, je suis pas le premier à faire cette vanne? Non mais oh. Non, non. Évidemment, Elon Musk, il en a jamais assez de découvrir l'espace. Il a quand même financé la fusée la plus puissante à l'heure actuelle en service. Enfin, en service, elle a voulu qu'une fois pour le moment. Mais qui est quand même plus puissante que la Delta 4 Heavy de la NASA. Mais il veut encore une fois concevoir une fusée encore plus puissante. Et pourquoi, me demandez-vous? C'est là qu'on peut se référer au titre de la vidéo pour envoyer des hommes sur Mars. Enfin, pas une fusée beaucoup plus puissante, mais 2 en fait. La BFR et l'ITS. La BFR aurait pour fonction tout simplement de faire des vols spatiaux entre 2 villes, afin tout simplement de faire des Paris-Pékin en 45 minutes. Enfin bref, pour raccourcir vraiment encore une fois les trajets. Bon, c'est une technologie encore coûteuse. Justement, j'en parle dans une vidéo, dans un sujet futur sur l'aéronautique. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il sera dans les fiches également. Et une autre qui sera l'ITS, Interplanetary Transport System, qui servirait à envoyer des hommes sur Mars. Et quand on regarde bien, l'ITS n'a pas tout à fait la même forme que la BFR, surtout que la forme a été changée. Enfin bon, c'est un bordel. Voilà. La forme a été changée cette année, mise à jour. Il va sûrement encore avoir des mises à jour de forme, donc je vais pas trop vous montrer les nouvelles. Enfin voilà, ça ressemble à ça. Bon, quelques changements au niveau des ailerons, mais bon, sinon les lanceurs restent relativement similaires, mais c'est surtout la taille qui change, puisqu'il faut quand même plus de carburant pour aller sur Mars que pour aller à Pékin. Et la BFR, ni l'ITS d'ailleurs, n'ont pas encore fait leur premier vol. Et c'est pas demain la veille, puisqu'il faudrait déjà qu'ils démocratisent leur Falcon Heavy et qu'ils aient un rythme de lancement au moins aussi soutenu que celui de la Falcon 9. Alors bon, voyons pourquoi SpaceX ne pourra pas envoyer d'hommes sur Mars, en tout cas d'ici 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que envoyer des hommes sur Mars, c'est un défi technique phénoménal. Et qui dit défi technique phénoménal dit plusieurs facteurs à prendre en compte. Et certains facteurs sont extrêmement complexes à réaliser et ne rentrent absolument pas dans la ligne de mire du projet ITS d'Elon Musk. Nous allons donc voir en quelques points ce qui pourrait freiner la conquête de Mars de cet homme. Point numéro 1, les maladies. Eh bien oui, évidemment, quand vous êtes dans cet engin qui a l'espace habitable équivalent à celui d'un Boeing 747 et que vous mettez 100 personnes dedans. Bon, ce qui est au final 4 fois moins que ce que peut transporter un 747, mais tout de même, ça fait quand même une sacrée densité. Imaginez si une de ces personnes attrape ou alors développe une maladie extrêmement contagieuse. Qu'est-ce que vous faites? Vous le balancez dans l'espace? Est-ce que c'est bien moral de faire ça? Est-ce qu'il faudrait le tuer? Est-ce qu'il faudrait le sacrifier? Est-ce que les familles n'en voudront pas trop à Elon Musk, à la société? Est-ce que la société aura des problèmes en justice? Voilà, beaucoup de questions comme ça se posent, et ben je me les pose, oui. Et puis, admettons que la maladie n'est pas contagieuse, mais seulement mortelle.
s'il n'y a pas suffisamment de médecins à bord, ou si c'est le médecin, s'il n'y en a qu'un seul, qui est lui-même malade, qu'est-ce qu'on fait? Ou si la maladie ne peut pas être soignée puisqu'elle est découverte trop tard ou qu'elle est complètement mortelle et non soignable. On balance le mec dans l'espace, on fait comment? Comme un déchet, on le garde dans les soutes pour faire des funérailles. Comment on conserve le corps? Moi, je sais pas. Point numéro 2, la nourriture. Dans ce vaisseau, il y aura environ 100 personnes. Rien que pour boire, admettons que chacun de ces astronautes consomme 1,5 litre d'eau par jour en moyenne. Cela fait 150 litres à stocker chaque jour pour la totalité des astronautes dans le lanceur. Dans le vaisseau, pas dans le lanceur. Un aller simple pour Mars, c'est à peu près 6 mois. D'accord? Donc, à peu près 180 jours. Cela voudrait dire que juste pour l'aller, il faudrait 27 000 litres d'eau à stocker pour pouvoir faire boire tous les astronautes pendant 6 mois. Ce qui représente 27 mètres cubes. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, le vaisseau BFR de SpaceX, il a quand même 1100 mètres cubes d'espace habitable. Je vous dirais oui. Mais 27 mètres cubes sur ces 1100, ça représente quand même près de 2% de l'espace habitable. Et imaginez ensuite pour stocker la nourriture. Vous allez me dire, oui mais bon, les astronautes ils utilisent des produits lyophilisés, tu vois, tous ces trucs. Est-ce que vous, sérieusement, vous voyez manger pendant 6 mois des produits lyophilisés? Moi, ça me tente moyen, perso. Puis vous allez me dire, oui mais bon, cette eau, au pire, hein, on peut la recycler notre urine, non? C'est vrai, mais cela nécessiterait des machines qui prendraient encore plus de place que les réservoirs. Ce genre de systèmes sont utilisés sur les stations spatiales, puisque à chaque fois les ravitailler en eau, ce serait un petit peu complexe. En revanche, sur un vaisseau spatial indépendant, mettre beaucoup de points en plus dans des machines, je suis pas sûr que ce soit très malin de faire ça. Donc, bof. Après, une fois arrivé sur Mars, pourquoi pas que les vaisseaux cargo emmènent ça, mais il faudrait déjà que les hommes aillent sur Mars pour faire des expérimentations, faire des tests. Point numéro 3, l'espace habitable. Bah ouais, l'espace habitable. Vous avez 1100 mètres cubes pour 100 personnes. Ça fait 11 mètres cubes par personne. 11 mètres cubes, ça représente quoi? Ça représente un cube de 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Grosso modo, ce serait un espace que vous pourrez à peu près avoir sur les suites privées de l'A380 d'Emirates. Pour un vol de 10 heures, 11 mètres cubes, ça va bien. Mais pour 6 mois, je ne reste pas là-dedans. Même s'il y a des choses à faire. Vous pouvez pas sortir, pas voir votre famille. C'est quand même assez restrictif finalement. Point numéro 4, la durée de la mission. C'est vraiment ça le cœur du problème. Imaginez devoir passer non pas 6 mois, hein, puisque 6 mois c'est que l'aller bien sûr, mais 1 an, enfermé comme ça. Quand vous pouvez sortir, vous avez quand même pas mal de mal, vous avez une grosse combinaison, vous avez une assistance respiratoire, vous ne pouvez pas vous balader librement comme vous pouvez le faire sur Terre. Alors certains diront qu'ils s'en foutent, mais 1 an, c'est la durée minimale. C'est-à-dire que c'est si vous passez vraiment 1 ou 2 jours sur Mars. Si vous passez, admettons, 1 an sur Mars, ça fait 2 ans de mission. 2 ans sans voir la Terre. Et si ça se trouve, aussi, certaines personnes ne reviendront jamais. Et même leur mission est destinée à ne pas revenir. Alors, partir avec ça sur la conscience, je suis pas sûr que les astronautes voudront. Il y en a qui sont prêts, mais s'ils se rendent compte trop vite de ce que c'est, ils vont vite être dissuadés. Et puis bon, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aura pas des suicides? Des gens qui ont tout simplement marre au bout de 3 mois. Vous savez pas? Et là, ça nous ramène au point numéro 1. Et point numéro 5, le prix d'une telle exploration. Comme vous savez, Elon Musk n'est pas un pays. Elon Musk est un homme.
Milliardaire, très riche, ça on peut le dire, d'accord? Sa fortune actuelle est estimée à environ 15 milliards de dollars. Là, vous allez me dire que 15 milliards de dollars, c'est absolument énorme. Effectivement, à notre échelle, c'est gigantesque. Mais est-ce que vous savez combien a coûté la Saturn V à développer? Et puis bon, prenez l'ISS, la Station Spatiale Internationale, envoyée en orbite en 98 et finalisée vers le milieu des années 2000. Elle a coûté 150 milliards de dollars. C'est l'objet humain le plus cher construit. On n'a jamais fait plus cher. Elon Musk possède 15 milliards de dollars environ, soit un dixième du prix de l'ISS. C'est-à-dire que l'ISS a coûté 10 fois plus cher que la fortune totale d'Elon Musk. Et à mon avis, une mission sur Mars coûtera au moins 2 fois plus cher, soit 20 fois la fortune d'Elon Musk. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, il peut y avoir des investisseurs. Alors, les investisseurs, ils sont intéressés quand il y a du profit à se faire. Mais est-ce qu'il y a du profit à se faire à envoyer des hommes sur Mars? Ce sont juste des découvertes scientifiques. Qu'est-ce qu'Elon Musk pourra en faire de ces découvertes scientifiques? Est-ce qu'il a fondé une société suffisamment avancée, avec des technologies suffisamment poussées, avec un budget suffisamment élevé pour développer ce genre de recherche? À mon avis, Elon Musk n'a pas les moyens de financer cette mission et pas les moyens d'exploiter ce qu'il pourrait en tirer. À mon avis, Elon Musk devra gagner encore beaucoup d'argent pour aboutir à cette mission. Donc, moi, personnellement, vous aurez pu le remarquer à l'issue de cette vidéo, je vous explique pourquoi je suis extrêmement sceptique à ce qu'Elon Musk envoie des hommes d'ici 2025 et même après. Même pour moi, la NASA a beaucoup plus de chances d'envoyer des hommes sur Mars, bien que la fusée qu'il développe, pour moi, a beaucoup moins de chances de réussir que la BFR. La fusée développée par NASA et accessoirement par Boeing, c'est le SLS, avec un espace habitable pas énorme et surtout transportant 3 personnes. Alors 3 par 3, ça va pas faire beaucoup. À mon avis, si la NASA récupère les droits de la BFR, il y a moyen que l'homme marche sur Mars avant 2100. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo, c'est hyper important pour répandre des connaissances et aussi pour me faire connaître, pour que je fasse des vidéos de meilleure qualité, ce que j'espère. Sur ce, je vous dis salut, à la prochaine, c'était Sablier.